Je suis arrivé, la France était coupée en deux, maintenant elle va être pliée en quatre. Le 30 octobre 1980, Coluche se déclarait officiellement candidat à l'élection présidentielle. Une candidature à la con, dirait l'intéressé. Une farce, diraient d'autres. Coluche, le comique, le bouffon, le saltimbanque, veut devenir président de la République. L'artiste tente ainsi de pénétrer le champ politique d'un grand coup de pompe dans la porte. Un comble, la classe politique et médiatique répondront à cette candidature par le mépris et la censure. Tout sera mis en œuvre pour tenter de décrédibiliser cette candidature. Mais qui est Coluche le politique? A-t-il seulement existé en tant que tel? Son parcours sur scène laissait-il présager une candidature à la magistrature suprême? Qu'est-ce que cela dit également de la classe politique et de sa façon de considérer les non-professionnels de la politique? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Duret-Pujol, auteure de Coluche président, Histoire de la candidature d'un con, publié aux éditions du Bord de l'Eau. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous. Alors moi, la première question, pour qu'on se comprenne bien, il ne s'agit pas d'une biographie stricto sensu, c'est un travail de recherche. Hein. On est d'accord? Qu'est-ce qui vous a conduit à l'entreprendre? Alors, par rapport aux biographies, il en existe déjà plusieurs de Coluche, qui sont plus ou moins fournies d'ailleurs. Moi, ce qui m'intéressait, c'était donc pas d'aborder cet angle-là, mais plutôt de comprendre vraiment pourquoi est-ce qu'en 1980, lorsque Coluche dit « je me présente », pourquoi est-ce que d'un coup ça prend? Pourquoi est-ce qu'il y a des comités de soutien qui vont se former? Pourquoi les journalistes prennent l'affaire au sérieux? Pourquoi est-ce que les politiques tremblent lorsque les sondages augmentent et mettent Coluche en bonne posture? Je voulais vraiment saisir ça parce que il y a déjà eu des artistes qui se sont dit « je me présente », comme par exemple Pierre Dac en 64, avec le MOUF, le mouvement ondulatoire unifié, sauf que ce type de candidature émergeait et puis ensuite retournait voilà, à ce qu'elles étaient. Mais pour Coluche, vraiment, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui m'intéressait précisément. Ce qui est intéressant, c'est que vous repartez vraiment du départ de la carrière de Coluche, donc ses débuts sur scène au Café de la Gare, que vous décrivez vous-même comme un lieu authentique, à contre-courant. Et moi, ce que je me suis demandé en lisant ça, c'est est-ce que cette période va constituer une première étape dans le Coluche politique qu'on connaîtra plus tard? Alors pour comprendre pourquoi est-ce qu'en 80, Coluche, finalement on le croit, il a fallu comprendre pourquoi est-ce que tout au long de sa carrière, en fait, il allait être perçu comme quelqu'un qui dit des vérités. Puisque, donc, même s'il est un artiste, hein, on sait aujourd'hui, on voit comment fonctionne le champ politique. Il ne suffit pas de lever la main et de dire « je me présente à une élection » pour que d'un coup ça fonctionne et que tout de suite, même si on est très connu, il y ait plein de monde qui soit prêt à nous suivre. Donc revenir au début de sa carrière, ça permettait aussi, alors non pas finalement de le poser en tant que biographie et en tant que carrière, c'est-à-dire en prenant les choses les unes après les autres, comme si tout découlait, tout allait de soi. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de prendre plutôt la trajectoire de l'artiste, donc l'angle plutôt sociologique, donc une trajectoire avec des choix qui sont opérés par Coluche à différents moments de sa carrière, des choix qui répondent à différentes stratégies également. Et quand on appréhende les trajectoires des artistes de cette manière-là, on se coupe de ce qui peut être les travers de l'illusion biographique, par exemple, pour vraiment saisir à un moment donné qu'est-ce qui fait, par exemple, que lorsque Coluche, qui au départ fait la manche sur les terrasses en chantant des chansons, pourquoi est-ce que, pour débuter dans le milieu du théâtre, il va choisir d'aller vers le café-théâtre? Pourquoi est-ce qu'il ne choisit pas d'aller vers les théâtres qui existent déjà? Pourquoi est-ce qu'il ne choisit pas de continuer à courir les cachets chez Bernadette ou dans d'autres petits lieux comme ça qui sont en plein cœur de Paris? Pourquoi est-ce qu'il a l'envie de construire un lieu avec Romain Bouteille? Du coup, pourquoi les cafés-théâtres? Alors pourquoi les cafés-théâtres? En fait, le premier café-théâtre, alors celui qui est repéré, cette pratique-là, elle apparaît en 66 avec Bernard Dacosta, qui est auteur bordelais, qui arrive à Paris et qui réalise qu'il y a très peu d'espace pour des jeunes comme lui qui veulent produire leurs textes. Donc il va passer une petite annonce et jouer dans un premier café, boulevard Montparnasse. Et puis, après cette première expérience, d'autres jeunes vont aller taper à la porte des cafés pour pouvoir jouer à l'intérieur. Et le Café de la Gare, c'est vraiment une aventure donc singulière puisque c'est le premier café-théâtre
qui sera tenu par une troupe. Donc pourquoi aller vers là? Alors au départ, c'est Romain Bouteille et Henri Guibé qui rencontrent Coluche chez Bernadette et qui lui parlent de ce projet. Et la première volonté, c'est de pouvoir jouer ce qu'ils veulent. Et ils ont vraiment l'impression que dans le théâtre qui existe à cette période, ça ne leur permet pas de pouvoir être vrai, jouer du contemporain et parler d'aujourd'hui. Ça, c'est d'autant plus flagrant qu'encore une fois, Coluche n'était pas obligé d'aller dans cette voie. Henri Guibé et Romain Bouteille, par exemple, ils ont tous les deux une formation en théâtre. Ils ont joué avec Jean Vilar, ils étaient figurants dans certains de ses spectacles. Donc, eux connaissent le milieu théâtral, mais ils choisissent vraiment de ne pas aller vers le théâtre institutionnel et d'aller vers donc un théâtre qui soit complètement distinct des pratiques des music-halls, des pratiques des théâtres privés et du théâtre institutionnel. C'est une recherche de liberté, non seulement artistique, mais aussi une liberté de ton qu'ils recherchent à travers le Café de la Gare. C'est ça. Le Café de la Gare, c'est un lieu alternatif par rapport à Paris. Alors certes, il y a d'autres troupes, des jeunes, plutôt jeunes, qui choisissent à cette période d'aller construire leur lieu. Qui se construit à peu près à la même époque. C'est un peu après, ouais. C'est après. Et justement, les jeunes du Splendide vont fréquenter le Café de la Gare et c'est en voyant un des spectacles du Café de la Gare qu'ils vont avoir envie de reproduire la même expérience, enfin de jouer ce type de spectacle. Mais c'est très politique comme façon de concevoir le théâtre. Oui, mais ils ne sont pas les seuls à faire ça, puisque donc, je disais, à la même période, il y a d'autres troupes de jeunes, plutôt étudiantes, qui vont s'orienter vers d'autres types de lieux. Par exemple, à la Cartoucherie de Vincennes, la troupe d'Ariane Mouchkine, qui est au départ universitaire, le Théâtre de l'Aquarium également. Sauf que c'est d'autres parcours. Du côté du Café de la Gare, Romain Bouteille et puis le petit groupe qui sera les membres fondateurs vont aller chercher un lieu. Ils vont trouver un espace près de Montparnasse, rue d'Odessa, et ils vont tout construire de leurs mains pour pouvoir donc construire ce lieu, en être les patrons et pouvoir ainsi faire complètement ce qu'ils ont envie. Et c'est là que vont se construire les personnages que va créer Coluche. Alors, le fonctionnement du Café de la Gare, donc, il est vraiment à la marge par rapport au lieu théâtral, puisque par exemple, d'un point de vue juridique, il ne cadre pas avec la juridiction des théâtres, il ne cadre pas avec la juridiction des bars. Par rapport aux pièces qui sont proposées, c'est des pièces qui sont contestataires, qui vont s'appuyer sur ce que on pourrait appeler la contestation post-68, donc avec des sketchs comiques qui vont critiquer la bourgeoisie, qui vont critiquer la religion, qui vont critiquer l'armée, de façon assez frontale. Et tout le monde est au même niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. Si tu as construit le lieu, tu deviens patron du lieu, mais tu es aussi comédien. Donc même si tu n'as jamais joué, tu te retrouves en scène. Il n'y a pas de hiérarchie. Donc ça, c'est quelque chose qui a été instauré par Romain Bouteille, qui lui se dit anarchiste en disant on ne se donne pas de conseils, il n'y a pas de direction d'acteur, il n'y a pas de mise en scène à proprement dit, chacun fait ce qu'il souhaite, mais après c'est le projet finalement qui germe. Donc Coluche va faire 2 spectacles avec eux. C'est des spectacles à sketch. Chacun va pouvoir proposer des musiques, des chansons, il y aura des danses également. C'est quoi les 2 spectacles en question pour ceux qui ne connaîtraient pas Alors il va jouer dans 2 spectacles au Café de la Gare. Le premier, c'est un nombre insensé de choses écrites, jouées et dansées par le Café de la Gare et par donc, le nom de certaines vedettes qui sont invitées à participer. Et le deuxième, c'est Allume, j'étouffe. Et après cette première période où en fait, donc Coluche qui est complètement autodidacte, qui a appris la musique tout seul, qui s'était même fabriqué une guitare pour jouer, là il a aussi une expérience de la scène quand il commence un petit peu à jouer, comme chez Bernadette. Sauf que là il découvre une troupe et il découvre aussi finalement le plateau. Et c'est vraiment le début. Alors quand je dis qu'il découvre le plateau, c'est que quand vous arrivez sur scène, il y a une manière de parler, il y a une manière de s'adresser au public, même si pour le Café de la Gare, là encore à l'écart de ce qui se fait au théâtre habituellement, où quand on apprend le jeu dans le conservatoire, on va apprendre à projeter, on va apprendre à poser. Au Café de la Gare, on a l'impression que les comédiens, c'est un peu des copains, parce qu'il y a tout un dispositif qui fait qu'on croise les comédiens qui tiennent la caisse, qui activent la roue avant de rentrer, on les croise avant le spectacle, et ensuite, dans le spectacle, on a l'impression qu'ils sont un petit peu comme dans la vie. Cette pratique de jeu, elle sera reprise plus tard à la radio, à la télévision, et complètement intégrée aujourd'hui. Ça paraît presque courant, mais au départ, c'était pas ça. Donc les premières armes théâtrales, Coluche les fait au Café de la Gare. Moi, ce qui m'a intéressé dans votre livre, c'est que donc ensuite, il y aura le Coluche qu'on connaît, qui va faire tous ces personnages. Et en fait, vous les analysez sous le biais de la sociologie. Oui. Pour vous, dès le départ, il y a quelque chose de sociologique dans les personnages que Coluche crée.
Oui. Alors juste après le Café de la Gare, il y a quand même une deuxième expérience, c'est le Vrai Chic parisien, puisque donc il y a des frictions avec l'équipe du Café de la Gare et Coluche va les quitter pour fonder une autre troupe. Sauf que cette fois-ci, il y aura une hiérarchie. C'est vraiment Coluche qui rassemble des personnes autour de lui. Et donc là, il y aura 3 spectacles qui seront créés. Et c'est seulement ensuite qu'il va commencer sa carrière en solo, à un moment où en fait, il prend un petit peu trop de place. Et puis en ce moment, par rapport à la troupe. Et à la même période, il y a eu la rencontre avec Claude Martinez et Paul Lederman, qui sont producteurs de Claude François, producteurs de Thierry Leluron, qui suivent Coluche depuis un petit moment et qui voient tout le potentiel qu'il porte. Et c'est en 1974 qu'il crée la première version de son spectacle, Mes adieux au music hall, et dès cette première version, il explose. Et donc c'est là qu'il crée tous ces personnages. Vous pouvez les énumérer un petit peu pour qu'on se rappelle. Oui, alors il y a 5 versions de Mes adieux au music hall. Il y a un seul titre qui suit toute sa carrière. En 1974, première version, il va créer les premiers personnages. Alors il y a les personnages de ceux qui n'arrivent pas bien à raconter des blagues, l'histoire d'un mec sur le pont de l'Alma et Histoire Abide. Donc ça rentre dans sa stratégie comique en fait, c'est que dès le départ, on le voit dans le sketch, lui, ça y est, il est en place, il sait faire du théâtre. On le voit au niveau du rythme, on le voit au niveau des intonations, on le voit dans la manière dont il laisse les silences s'installer dans l'histoire d'un mec. Il sait très bien jouer. Et surtout, il sait ce qu'il veut, parce qu'il sait comment écrire ses personnages, comment les jouer, ce qu'il leur fait dire et ce qu'ils signifient. Exactement. Et là, il va se moquer des mauvais artistes, pour le coup. Il va également commencer à créer des personnages de cons, notamment des cons racistes. Donc là, c'est dans Je me marre en 1974 et dans le CRS arabe en 1974 aussi. Alors on vous dit oui, c'est vrai que je viens de chercher du travail en France, c'est pas vrai, feignant. Ils viennent chercher du chômage en France, oui. Tellement que c'est pauvre dans leur pays, il n'y a même pas de chômage. Je m'énerve. Des personnages qui s'agacent en fait, qui râlent contre le monde. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que donc dans ces 2 premières versions, 74 et 75, on est face à des personnages qui pourraient être vrais. Le personnage de Je me marre, donc qui est au comptoir de bistrot et qui se plaint de tout un tas de nationalités, on pourrait l'avoir croisé. Alors c'est lié à différentes choses. Déjà la tenue, la posture, le parler, qui correspond. Enfin, il dessine un personnage de Français plutôt âgé. Et dans ses discours, il va y avoir des débats qui font l'actualité à cette période, qui transparaissent, comme par exemple le mythe du résistentialisme, comme par exemple la mémoire de Vichy qui ressurgit. Et on ne s'en rend pas forcément compte parce que ça va être sur 1 ou 2 mots. Et donc Coluche colle vraiment au temps. Ouais. Il arrive à capter la réalité d'un groupe social par le biais d'un personnage caricaturé sur scène. Alors, et c'est toute la question parce qu'on peut avoir l'impression qu'il est caricaturé, sauf que ces personnages-là, dans les bistrots, encore une fois, on peut avoir l'impression qu'il serait tout à fait envisageable de les croiser dans le réel. Mais d'où vient parce que il n'a pas de formation en sociologie en soi, et bon, les sociologues sont déjà là. Pierre Bourdieu est là d'ailleurs, il est très il sera très soutien du candidat Coluche. Mais d'où lui vient du coup cette finesse sociologique, si je peux parler dans ces termes? C'est un observateur, Coluche, un observateur du réel. Il agit vraiment à la manière d'un ethnologue. Il observe le monde, il s'en imprègne. Et ensuite, il arrive à composer ces personnages donc, qui paraissent vrais. Véronique Colucci, que j'avais rencontrée, me disait qu'il avait une grande pratique de la photographie. Et donc, en faisant des photos, c'était exactement la même chose. Il arrivait à saisir, donc à capter un aspect du réel qu'ensuite il s'appropriait pour pouvoir le ressortir. Et quand il le ressortait, on se disait « Ah mais oui, mais c'est complètement ça, c'est complètement juste, c'est vrai », parce qu'il l'avait passé donc, à son propre filtre. D'accord. Mais là, en fait, on est déjà dans le tournant de la carrière de Coluche, c'est-à-dire dans les années 70, où justement, quelque part, il se fait presque le porte-parole de diverses classes sociales, si je puis dire.
Oui, alors ça c'est après, puisque donc en 74-75, il va dessiner ces personnages qui paraissent vrais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dessine... alors il se place toujours du côté des dominés. Coluche, il a une version pyramidale de la société, avec en haut Giscard, et puis en bas, à la base, le peuple, le plus grand nombre. Il se situe toujours du côté des dominés. Donc il incarne des pères de famille, des ouvriers, des étudiants, qui regardent le monde depuis leur propre point de vue. Cette manière de faire vrai va le servir pour ensuite pouvoir porter la critique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 77, il va changer de posture. Ouais. Puisque donc dans ses 2 premières versions, il est vraiment dans l'incarnation. D'ailleurs, il le dit, quand on joue des imbéciles, il ne faut pas avoir peur de passer pour un imbécile. Donc il incarne ces personnages. Et en 77, il va changer de jeu. Il va passer à un jeu qui s'apparente un peu à une technique de conteur. Donc ça veut dire qu'il prend la parole en son nom, enfin, c'est Coluche, et puis par moment, il va incarner des personnages. Et en faisant ça, c'est ce qui va lui permettre de changer de stratégie comique et de faire du commentaire critique. Donc ça, c'est en 77. Et on le voit dès les premières phrases du spectacle. Quand il rentre en contestataire, en fait. Et il joue avec le public en disant qu'est-ce qu'il y a, ça va encore être de ma faute, si les Belges sont des cons. Enfin, il commence comme ça, donc il inscrit le comique dès le départ. Mais on voit bien que c'est Coluche qui parle à cette période. Ouais. Alors, il parle en Coluche. Ouais. En 77, sauf que évidemment, voilà, le comédien Coluche est repéré en 77 puisqu'il a déjà vendu des millions de disques. Mais le fait de prendre la parole en son nom véritablement et de marquer encore plus un écart, ce sera en 79, ce sera une autre période encore. Mais en fait, du coup, à travers tout ça, c'est toujours des nouvelles adaptations de Mes Adieux Musical. Oui. Et j'imagine que à travers ça, dans toute cette période, dans toute cette longévité, il va créer d'autres personnages, il va continuer à en créer de nouveaux. Oui. Parmi lesquels il crée des galeries de cons. Mais c'est vraiment des cons, il le dit. Hein. Ce qui l'intéresse, le premier thème qui l'intéresse, c'est la connerie. Il ne joue que des cons, il le dit en 75. Et donc après avoir créé ces cons qui paraissent vrais, en 77, il entre en scène avec alors ce qui est dans les disques, un triptyque, 3 sketchs différents. Mais en fait, quand on écoute la version audio du spectacle, c'est un seul et même sketch. Il commence en se disant, en s'interrogeant sur les cons. Qui sont les cons ? On est con, mais on est con par groupe. C'est le sketch les militaires, ensuite les cons, il y a les sportifs. Et juste après, il enchaîne, mais la question qu'on se pose, il y a plein de cons, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que les gens ils sont devenus cons ? Et cette question, il y répond. Et là, il commence à faire du commentaire critique. Et pour lui, une des réponses à apporter, c'est la télévision, qui rend les gens cons. Et donc, là, il agit à la manière d'un sociologue comique. Hein. Il déconstruit complètement un article de presse. Et ligne à ligne, il va commenter cet article en scène pour montrer ce que d'habitude, on ne voit pas à la télévision. C'est dans ce revirement comique-là qu'il va commencer à se poser quelque part en porte-parole, comme je disais tout à l'heure. Oui. Oui, la posture de porte-parole commence là, mais elle prend toute son ampleur en fait juste après, en 78-79. Alors certes, il vend des millions de disques, hein, vraiment il est connu par la quasi-intégralité des Français, des Belges et des Suisses, on va dire. Sa noté, elle est très conséquente, là, elle est gigantesque. Oui, tout à fait. Sauf que pour devenir porte-parole, les murs du théâtre, finalement, ne suffisent pas, puisque le théâtre n'est, comme d'autres pratiques culturelles, il a subi la concurrence du cinéma, de la télévision. Et finalement, pour diffuser ses idées, c'est beaucoup par la télévision et par la radio que ça va passer. Donc entre 77 et 79, il est ultra présent sur les plateaux de télévision pour jouer ses sketchs. Donc, chez Le Rond du Dimanche. Chez Guy Lux, dans beaucoup d'émissions de variété qui rencontrent un très large auditoire. Et il va avoir sa propre émission de radio sur Europe numéro 1, qui est une radio périphérique. Et alors cette émission, c'est génial parce que... comment s'appelle cette émission déjà ? On n'est pas là pour se faire engueuler. D'accord. Une émission avec Villard et Lanvin. Ça veut dire qu'il a un micro qui va être ouvert quotidiennement. Et dans cette émission, il joue avec les codes de la radio.
C'est-à-dire que, par exemple, il mange en direct, son micro est tout le temps ouvert, il parle sur les informations. En plus, il se retrouve un petit peu comme sur un plateau de télévision. Il est dans le studio de la radio et il a plein de monde autour. Donc pour lui, c'est comme une petite scène. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va lui permettre d'aguerrir sa pratique du commentaire de presse, puisqu'il y a des revues de presse qu'il va faire et il découvre en fait les articles de presse que lui préparent ses assistants, d'abord Lanvin et après Goupil, et il les commente. Et donc, ça lui permet de rire de l'actualité quotidiennement. Donc, je vous dis d'abord pour faire rire ceux qui sont autour et ensuite, plus largement, les auditeurs à Europe 1. Donc là, on est en 79, c'est la veille, on est quasiment, on va dire, à la veille de sa candidature à la présidentielle. Et forcément, à ce moment-là, il commence, et très fort même, à égratigner les hommes politiques. Notamment Giscard, mais pas que. Oui. Giscard prend, de même que tous ceux qui sont à droite, puisque depuis le début de la carrière de Coluche, c'est toujours la droite qui a été au pouvoir. Alors, les politiques, il les égratigne à partir de 79. Il y a d'autres sketchs qu'il va écrire. À cette période, il joue tous les soirs au Théâtre du Gymnase, à Paris. Il est complet pendant 18 mois, il rentre au Guinness Book. Enfin, vraiment, c'est une immense vedette, en plus du succès aussi au cinéma. En 79, il change encore un petit peu de posture pour devenir pédagogue, où là, il se met à expliquer le fonctionnement du monde social. Et il y a un sketch, Les politiques. En politique, on est hachement balèze, où là, il critique ouvertement les politiques. Donc, en effet, Giscard, il va critiquer les hommes, mais aussi les mesures politiques qu'ils mettent en place. Il n'hésite pas à les taper sur leurs apparences physiques, sur leur intellect. Ce qui est marrant, c'est qu'avant, il prenait les cons. C'était quand même souvent, on peut le dire, des classes sociales a priori qui se situent justement à la base de la pyramide qui s'était conçue dans sa tête. Là, les cons deviennent ceux qui sont tout en haut. Oui. Alors la pyramide sociale, il ne l'a pas constituée que dans sa tête, puisque il est quand même encore possible d'avoir ce type d'appréhension du réel. Mais vous avez raison. Mais, sauf que quand il égratigne les cons, c'est-à-dire quand il critique les cons, il les resitue toujours dans le système social dans son intégralité. Ce qui fait que son flic, par exemple, il est con. Mais il est con en lien avec la hiérarchie et en lien avec la police à cette période-là. Ouais. Pour tous les autres sketchs, ce sera la même chose. Donc à chaque fois, on n'est pas con que tout seul, on est aussi con par rapport aux autres et au système social. Et aussi, il y a une raison qui fait qu'on est con aussi d'ailleurs. Il peut y avoir des raisons sociales à la connerie. Sauf que ces cons, quand ils sont, la majorité des cons qui sont en bas de l'échelle sociale, quand il les fait, c'est des cons qui sont contestataires. Donc ils sont dominés, mais ils contestent l'ordre établi, le père de famille notamment. Et ceux qui sont dans le système, ce sera des groupes comme le Petit Commerçant dans Moi ça va, par exemple. D'accord, mais il s'attaque à d'autres corps du monde politique, c'est-à-dire il fait aussi un sketch par exemple sur les syndicalistes et les religieux par exemple. Enfin, les religieux c'est pas politique, mais c'est quand même des groupes sociaux qui sont plus... Ouais. Il attaque tous les lieux de pouvoir et les instances et les institutions qui font montre de pouvoir. Et en effet, en 79, il y en a 4 qui sont attaqués frontalement. C'est la religion, dans Jean-Paul I et j'en retiens 2. C'est les syndicats. Ouais. C'est également donc, la politique. Et puis, le 4e, c'est syndicat, politique, religion. La publicité. Ah oui. Ça rentre encore dans le dispositif de critique de la télévision. C'est là qu'il va faire son célèbre sketch sur Homo qui lave plus blanc que blanc. C'est celui-ci, oui. D'accord. Mais pour en revenir aux hommes politiques, ça va lui attirer quelques ennuis, notamment sur Europe 1, où il va commencer à faire l'objet de censure. Oui, c'est vrai que sur Europe 1, donc son émission vraiment rencontre un très gros succès. Il y a des pics d'audimat lorsque l'émission est diffusée, et même il rivalise avec la grande radio à succès à l'époque, c'est RTL. Donc sur Europe 1, il va se rendre compte du pouvoir qu'il a en fait derrière un micro. Par exemple, il va appeler des jeunes à aller à une manifestation avec des bâtons et tout ça, et il y en a qui vont y aller. Donc c'est à ces choses-là aussi qu'il va mesurer sa notoriété et la possibilité d'action qui se trouve dans ses paroles. Donc il y a un premier appel à l'ordre avec Europe 1, avec l'émission ensuite qui était quotidienne, qui va passer une par semaine, et puis l'émission s'arrête fin 79. Mais la vraie censure, finalement, elle apparaît quelques mois plus tard avec son passage sur RMC. Ouais. Ça dure vraiment pas longtemps, ça dure 10 jours. Donc RMC, Radio Monte Carlo, et il commence ses émissions. Bonjour, bienvenue du Rocher aux putes. Enfin, il égratigne la famille princière de... Voilà. Et il sera viré
a priori pour cette raison. Ouais. Sauf que ce que lui dit à l'époque et ce que Romain Goupil, qui est son assistant, disait à l'époque et continue à dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, il est viré pour des raisons politiques, puisque Michel Bassy, qui est directeur des programmes sur RMC... C'est l'ancien chef de cabinet de Valéry Giscard d'Estaing. De Valéry Giscard d'Estaing. Et il s'avère que le Canard enchaîné a sorti l'affaire des diamants qui met en cause Giscard, et Coluche, tous les jours, va critiquer Giscard, va ressortir les diamants et va en rire, en fait, vraiment de façon continue. De la gueule de Giscard incessamment. C'est ça. Et donc, pour Coluche, il le dit dans la presse à l'époque, et pour Goupil et son équipe, c'est vraiment à cause de ça. C'est que Coluche gêne à trop parler de cette affaire des diamants. Merci beaucoup. Merci. Je suis venu vous dire solennellement, pour le cas il y en a qui ne sauraient pas, que je suis officiellement candidat à la présidence de la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il va se présenter. Oui. Donc en octobre 1980. Évidemment, ça passe pas inaperçu. Qu'est-ce qui l'a poussé à se présenter? Et ensuite, comment les médias ont perçu au départ cette candidature? La première occurrence à sa candidature, c'est le 10 mars 80. Il est invité sur le plateau d'Antenne 2 et il en parle comme ça. Mais comme on est en mars, ça paraît très loin, donc en fait les journalistes ne vont pas le reprendre. Sauf que cette idée, elle chemine en fait. Et parmi les proches de Coluche, c'est un sujet à plaisanterie. Donc dans les soirées avec ses amis artistes, avec l'équipe de Charlie Hebdo, ils en plaisantent beaucoup. Sauf que Paul Lederman, qui est son producteur, lui réagit en producteur. Et il se dit que si jamais Coluche se présente, qu'est-ce qui se passe au niveau des publics? Ça pourrait freiner certains publics à venir voir son spectacle. Surtout s'il affiche une étiquette. Surtout s'il s'affiche auprès d'un parti politique. Donc l'idée chemine, mais Paul Lederman met son veto. Et à la rentrée, Lederman est d'accord. À la condition justement que Coluche n'affiche pas de parti politique. De toute façon, ce n'est pas du tout dans ses intentions, puisque Coluche n'a jamais été encarté, et même il se dit qu'il est abstentionniste. Il avoue, hein, il dit qu'il a voté une fois, il dit qu'il est abstentionniste, donc il ne s'affiche pas auprès de l'un ou l'autre. À partir de là, c'est Coluche. Quitte à faire, alors ce que lui et ses proches considèrent comme une vaste plaisanterie au départ, eh bien, on le fait, mais pour de vrai. Ouais. Ça veut dire un vrai gros lancement. Lederman va organiser une conférence de presse au Théâtre du Gymnase, Coluche arrive, fait sa conférence, les journalistes sont là, et en fait, ça part tout de suite. Là aussi, ça pourrait surprendre, parce qu'on pourrait se dire, ça va, c'est Coluche, c'est un artiste. Mais non, ça prend pour de vrai. La conférence de presse, elle a lieu le 30 octobre. Et en fait, le lendemain, il va être l'invité politique d'une séquence qui s'appelle Le Crible sur le plateau d'Antenne 2. Et donc, il est invité politique. Et Coluche se retrouve, donc là, il n'a pas le nez rouge, rien du tout, il est habillé en Coluche. Il va sur le plateau, il parle en Coluche aussi. Et on lui pose des questions sur sa candidature. Et alors, pourquoi ça prend ? Elle est extrêmement curieuse, cette émission, maintenant, quand on la regarde aujourd'hui. Parce qu'en fait, je ne sais pas, dans un dispositif médiatique qui fonctionne en lien avec le champ médiatique et le champ politique, on peut se dire que quand un candidat se présente, alors déjà, pour qu'on l'invite sur un plateau de télé, c'est qu'on le prend au sérieux, bon, très bien, mais si on le fait venir, on lui pose des questions politiques. Est-ce que vous avez un programme? Je sais pas, est-ce que vous avez des alliances? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et pas du tout. Et Coluche, les questions qu'on lui pose, c'est en fait, là, vous vous présentez, mais vous n'avez pas peur qu'à cause de vous, ensuite, il y a encore plus de rigolos qui se présentent? Vous n'avez pas peur qu'à cause de vous, là, il faut 500 signatures pour pouvoir se présenter? Vous n'avez pas peur qu'il en faille 5000? Donc, en fait, quand on regarde vraiment ce qui se dit, c'est hallucinant, en fait. C'est hallucinant parce que le journaliste reproche à Coluche le fait de se présenter et est déjà en train de l'accuser d'un éventuel durcissement des procédés qui permettent de se présenter à la présidence. C'est très bien cet exercice-là, c'est-à-dire qu'il lui envoie toujours les bonnes réponses, notamment par rapport aux 500 signatures. Il disait qu'il y avait déjà besoin de 100 avant. C'est pas à cause de moi qu'on est passé à 500, on est déjà à 500. Mais Coluche, donc il a passé tellement de temps en fait sur les plateaux télévision. C'est un professionnel des médias. Et en plus, dans sa manière de déconstruire le réel et l'arbitraire des dominations, il connaît parfaitement la manière de procéder des journalistes. D'ailleurs, il en rit. Et donc, il ne tombe pas dans les pièges, en fait. Et il renvoie les questions des journalistes.
Par exemple, quand on lui parle du durcissement, il lui dit « mais vous croyez que dans une démocratie, c'est la seule chose, la répression, c'est la seule chose qu'on pourrait proposer ?» Et donc, comme ça, il renvoie complètement la chose. Et il dévoile même la manière dont se construisent les candidatures, parce qu'il dit mais la candidature, c'est grâce à vous qu'elle existe. Hein. Vous me faites venir sur le plateau, d'ailleurs, je vous en remercie. » Et donc, ce qui montre bien, il lui-même le dit, que c'est les journalistes qui définissent en partie les candidats qui sont légitimes. Parce que s'il ne l'avait pas invité, il aurait fait sa conférence de presse. Il y aurait peut-être eu des articles dans Charlie, mais après tout, on n'en sait rien. Il n'y aurait pas eu cette ampleur, en tout cas. Mais du coup, au-delà du fait qu'il s'en soit sorti, qu'il est l'art de la rhétorique, tout de même, il fait l'objet d'un certain mépris. Comme je disais dans l'introduction, c'est le bouffon qui veut devenir le roi, quoi. Ouais. Vous faites à un moment donné le parallèle dans le livre, c'est le parallèle avec Ronald Reagan. C'est-à-dire qu'à même moment, il y a un acteur de série B, c'est même pas un acteur de grand cinéma, c'est un acteur de série B, il se présente, il est élu. Pourquoi cette différence entre Coluche en France et Ronald Reagan aux États-Unis? Pourquoi l'un est méprisé, l'autre a été élu? Là, c'est une question de carrière. Coluche, lui, il n'a jamais appartenu à un parti. Il n'a aucune preuve, en fait, d'un engagement politique, on va dire, traditionnel, où, pour pouvoir se présenter, il faut suivre les ordres d'un parti, accepter une idéologie. Il n'a pas tout ça. Il a été élu encore nulle part. Mais c'est vrai que l'élection de Reagan, elle sonne un peu comme un coup de tonnerre pour une partie des journalistes. Puisque ça, c'est un tout petit peu plus tard. Tout est relié, parce que c'est vrai que le 30, il fait sa conférence. Le 31 octobre, il est sur le plateau. Et l'élection de Reagan, c'est le 4. Et donc, il y a un parallèle qui se fait chez les journalistes. Un comédien dans la première puissance du monde. Et en France, si jamais, c'était Coluche. Mais Coluche, c'est pas pensable, en fait. C'est pas envisageable dans l'idée qu'il puisse prétendre entrer en politique. Alors que Reagan, lui, avait déjà davantage fait ses preuves, on va dire, pour montrer qu'il était ajusté au champ. D'autant plus que Coluche ne cherche jamais à s'ajuster aux règles du champ politique. D'ailleurs, même son discours d'entrée en campagne... Enfin, voilà, c'est j'appelle les PD, les Gouines à me rejoindre. C'est pas commun comme façon d'appel au soutien. Toute sa campagne sera comme ça, hein, puisque Coluche, il est vraiment dans une démarche de révolution symbolique. Au départ, il le dit, hein, moi je suis là pour foutre la merde, donc pour secouer le jeu politique, pour remuer la merde. Par exemple, plus on va l'accuser d'être grossier et vulgaire, plus il va aller vers cette voie. À chaque fois, ils vont, avec son équipe et avec l'équipe de Charlie, chercher la manière de faire de la politique, mais sans penser politiquement. Donc, par exemple, ne pas avoir de programme. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a plein de mobilisations citoyennes, d'appels citoyens, c'est davantage... diffuser cette idée que les programmes politiques se font en commun à partir de... Coluche, lui, quand il arrive, il dit « Non, mais moi, j'ai pas de programme. Par contre, j'aurai un cahier des charges. » Et il invite tout le monde à écrire à Charlie Hebdo avec un cahier de doléances. Et il dit « Plus tard, ça sera ça, mon programme. » Donc, en fait, à chaque fois, il contrevient... il casse les codes, puis il contrevient aux pratiques politiques. Il dit n'importe qui peut porter ma candidature. Donc, il va appeler à constituer des comités de soutien dans toute la France. Mais il n'y a pas de consigne. Le comité de soutien, il faut simplement écrire à Charlie Hebdo pour dire qu'il y a un comité de soutien. Mais il n'y a pas des comités qui seraient en région, comme ça se fait dans les partis politiques. Il y a tout de même un comité d'appel à soutien qui vient du milieu du champ intellectuel. Des gens illustres en plus, hein, comme Gilles Deleuze, Pierre Bourdieu, qui vont appeler à soutenir la candidature de Coluche. Oui, parce qu'en fait, très vite, il va se faire attaquer. Coluche, parce que au tout début, pour les journalistes, il n'y a pas encore de sujet politique sur la campagne, c'est assez loin, donc ça devient un sujet, Coluche. Sauf que, en fait, ils font exister la candidature, d'autant plus que, alors on a parlé de l'élection de Reagan le 4 novembre, mais il y a un autre élément très marquant dans le champ politique, c'est Mitterrand qui annonce sa candidature le 8 novembre. Il annonce sa candidature, ça veut dire que Rocard se retire, puisque Rocard s'était déclaré, mais avait dit, si le premier secrétaire du Parti socialiste y va, je laisserai la place. Le 17 novembre, il y a un premier sondage qui est publié dans le Nouvel Observateur. Ouais. Et le lectorat du Nouvel Observateur, c'est le lectorat qui correspond à la deuxième gauche, donc plutôt l'électorat rocardien. Et là, coup de tonnerre, puisque 27% des lecteurs du Nouvel Observateur déclarent être prêts à voter Coluche au premier tour. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et puis là, il y a quelque chose d'assez concret finalement. Donc ça commence un peu à trembler parce que, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si Coluche fait des voix, où est-ce qu'il va les prendre?
Coluche, il appelle les abstentionnistes, sauf que s'il y a une partie des rocardiens déçus qui votent pour Coluche, est-ce que le PS a encore des chances en 81? Donc c'est vrai que ces éléments-là font... Là, ça commence à se tendre un peu chez les professionnels de la politique, justement. Exactement. Et d'ailleurs, les premiers coups chez les professionnels de la politique, ils viennent du PS, qui sent bien que... Coluche va peut-être prendre une partie de leur électorat. La droite ne dit rien, à part Marie-France Garot qui a déclaré sa candidature et dans une logique d'opposition pour pouvoir exister, elle tape un peu sur Coluche. Les autres ne disent rien, ça viendra un petit peu plus tard. Ouais. Et après ça, donc, comme Coluche quand même commence à prendre de la place, donc là, il va se faire insulter. Il va se faire taper, ouais. Là, ça va être dur. Là. Dans la presse et puis du côté donc, des politiques, tout de suite, ce sera une honte pour la démocratie, une injure aux Français, enfin vraiment des qualificatifs très forts. Ça va même très loin parce que à un moment donné, enfin, il y a pas mal d'histoires troubles qui commencent à graviter autour de sa candidature et de Coluche. C'est-à-dire que bon, il fait l'objet de menaces de la part de groupuscules d'extrême droite. La censure, là, il y a aussi une censure peut-être plus dure dont il fait l'objet. Il y a le meurtre de son régisseur, René Gorlin. Là, ça commence à, si je puis dire, sentir mauvais. Tout à fait. Et ça, c'est juste après. Parce que là encore, moi j'ai repris en fait toute la presse sur cette période et j'ai repris semaine par semaine. Donc après les premières insultes des journalistes et les politiques, c'est là que les intellectuels interviennent. Parce qu'il y a une insulte, c'est qu'on me traite de poujadiste. Et le poujadisme, c'est une insulte politique qui vise à décrédibiliser non seulement Coluche, mais aussi ses soutiens. Et donc les intellectuels, Deleuze, Guattari et Bourdieu interviennent. Et eux, ils sont à même de pouvoir démonter les argumentaires des journalistes et des politiques qui qualifient Coluche de poujadiste. D'ailleurs, eux-mêmes ensuite auront les retours de bâton et se feront taper dessus. Comme tous les soutiens à Coluche. Ce dont vous parlez, c'est la semaine d'après, c'est la semaine 6. Et là, c'est vrai qu'en une semaine, ça fait quand même beaucoup. L'assassinat de René Gorlin, alors c'est un crime passionnel, mais ça, on le saura que bien plus tard. Ouais, mais à ce moment-là, on ne sait pas trop. Au moment où ça arrive, on ne sait pas. Coluche et Paul Lederman disent qu'à leur avis, c'est complètement distinct de la candidature, mais bon, quand même... Pas de... Non. Non, mais ça, voilà. Mais ça impacte en tout cas. Il faut imaginer ce que ça procure dans une période de campagne où il y a beaucoup de pression autour de lui à ce moment-là, ce que ça peut produire. Les premières menaces d'honneur de la police, un groupuscule d'extrême droite. Et, qui lui reproche, si j'ai bien compris ce que vous dites dans le livre, quand il a joué dans Inspecteur à la bavure. Oui, il y a Inspecteur la bavure qui sort début décembre et donc l'image qu'a renvoyée de la police ne plaît pas. D'autant plus que Coluche a déjà subi des pressions et des menaces d'anciens parachutistes, de groupes de policiers. Et il y avait même eu des menaces un peu plus tôt sur des spectacles qu'il devait jouer. Enfin, voilà. Donc là, ça arrive en période de campagne, là encore, donc c'est vraiment... Ça prend une autre teneur. Et les premières censures, il doit participer à 2 émissions, notamment le Club de la Presse, qui est une émission de politique prestigieuse. Et il apprend que cette émission, finalement, après consultation de la vingtaine de journalistes qui constituent l'équipe du Club de la Presse, il y en a 2 qui refusent, notamment Claude Estier, qui avait qualifié sa candidature d'injure pour des millions de Françaises et de Français qui refusent. C'est une grosse émission politique. Là encore, si on se replace dans une démocratie où la campagne doit suivre son cours. Marie-France Garot, déclarée candidate, elle a été invitée, mais Coluche, on lui refuse la possibilité de venir parler. Donc Coluche, c'est un professionnel des médias, et si on lui coupe les micros, comment est-ce qu'il peut faire? Il a la scène, il continue à jouer tous les soirs sur la scène du théâtre du Gymnase, il a Charlie Hebdo, mais pour toucher un maximum de citoyens et de citoyennes, ça reste quand même limité. Il y a besoin des médias, absolument. Avec le recul, cette histoire de candidature, ça a quand même constitué largement son mythe. On dit souvent qu'il aurait pu gagner, voire il aurait gagné s'il ne s'était pas retiré. Est-ce qu'il aurait vraiment pu gagner? Et au terme des recherches que vous avez menées sur le sujet, comment vous analysez son retrait de l'élection présidentielle? Parce qu'il se retire au bout d'un moment. Oui, parce que là, on a parlé jusqu'à la fin du mois de novembre, mais en décembre, en fait, il apparaît dans les sondages. Jusque-là, les instituts de sondage avaient dit que non, il ne fallait pas l'inclure parce que ça allait fausser les sondages. Donc, ce qui montre aussi non seulement la part des journalistes, mais aussi la part des sondages dans la légitimation des candidatures. Il monte, il est crédité entre 10 et 16% suivant les sondages en décembre. Et après, ça continue, plus aucun média
médias, discrédit total avec des articles de presse assassins, du poujade encore par dossier, dans l'Express par exemple. Et c'est en fait à partir de janvier où là, il n'y a plus rien. Nouvelle séquence politique, maintenant il faut que la campagne soit sérieuse. Les journalistes se détournent de sa candidature et donc malgré toutes ces tentatives pour continuer à attirer leur intérêt, Coluche ne fait plus rire les journalistes. Donc quand il fait une alliance avec des petits candidats, il fait une conférence de presse, voilà, les journalistes s'en détournent, il fait une conférence à Polytechnique, pareil, ça ne prend plus. Donc comment est-ce qu'on fait campagne quand on n'a aucun média ? Ben, on peut pas. Il n'y a pas Internet à l'époque, donc on ne peut pas se dire on va créer quelque chose d'alternatif. Il reste que Charlie Hebdo qui continue à le suivre. On peut noter aussi qu'il avait une petite phrase quasi quotidienne dans le journal Libération, sauf que Libération fait faillite. L'Humanité n'a jamais consacré un seul papier sur Coluche. A complètement a fait comme si sa candidature n'avait jamais existé. Oui, il y a quelques journaux qui ne parlent pas du tout de Coluche. L'Humanité, oui, en fait partie. Ce qui est assez cohérent, on va dire, par rapport à la ligne éditoriale, puis à la manière dont Coluche... Mais politiquement, c'est un petit peu curieux comme façon d'appréhender la candidature, justement, de quelqu'un qui sort du champ politique. Justement, à gauche, on pourrait a priori penser que des partis comme le Parti communiste ou même le Parti socialiste de cette époque-là, du programme commun, auraient pu se dire, bah, c'est quand même bien que quelqu'un qui soit hors champ politique veuille se... Et pourtant, pas du tout. Oui. Ils sont complètement méprisants à son égard. Alors, plus à gauche, Lutte ouvrière, par exemple, Arlette Laguillet, va souligner l'intérêt de la candidature de Coluche. Elle ne soutient pas nécessairement Coluche, mais elle soutient le fait que tout le monde puisse se présenter en démocratie. Les autres, en fait, craignent vraiment par rapport à l'élection. Oui, en fait, c'est du cynisme politique, en fait. Oui. Il marche sur nos plates-bandes, il va nous piquer des voix. Exactement, parce que concrètement, à ce qui se passe dans les journaux qu'il qualifie de poujadistes, qui essaient de le faire passer pour quelqu'un d'extrême droite. Il y a des études, et dans les sondages, quand on regarde les sondés et qui est prêt à voter Coluche, certes, il prend du côté des abstentionnistes, mais il prend aussi du côté de l'électorat socialiste et de l'électorat communiste. Donc du coup, les anathèmes poujadistes et compagnie, ça ne marche pas. Donc, il attire sur l'électorat de gauche. Oui, tout à fait. Mais ça, on le voit dans les thèmes en fait, qu'il développe dans les sketchs et dans la manière dont il le fait. Et on le voit aussi dans ses prises de position, dans ses prises de parole publiques. C'est une période où le Coluche en scène et le Coluche en plateau est quasiment identique dans sa manière de parler, dans les thèmes qu'il aborde. Par exemple, quand Coluche, sur un plateau de télévision, dénonce les bavures policières, mais tous les blessés, tous les morts provoqués par la police, il le fait aussi en scène. Et il le fait pour égratigner le racisme institutionnel, parce qu'il énumère, il dit 1er janvier, un mort, 1er janvier, 2 morts, 3 janvier, un mort, mais c'est un arabe, donc on peut en rigoler. Et il continue. Exactement. Et il fait ça au moment où, à l'Assemblée nationale, est en débat une loi pour donner davantage de pouvoir aux policiers et aux gendarmes. Donc c'est un sujet extrêmement politique quand il dénonce les violences policières. Oui, et puis là, il n'est plus du tout dans le registre comique, même s'il a cette tonalité qui reste quand même très ironique, très second degré, sarcastique. Mais là, pour le coup, il rentre dans la contestation franche. Oui, mais ce qu'il fait tout le temps, en fait. Sauf que son premier outil, c'est le comique. Il est là pour faire rire. Sauf que la manière dont il use du comique, en fait, c'est un sérieux alternatif. Parce que même tout ce qui peut paraître assez drôle, quand on regarde précisément ce qui est dit, on se rend compte que c'est politique de bout en bout. Vous parliez tout à l'heure de son appel. J'appelle les crasseux, les PD, les gouines, etc. Quand on le regarde, on se rend compte qu'il appelle tous ceux qui sont oubliés, stigmatisés, dominés, tous ceux qui subissent des violences politiques. Et il est en train de créer de nouvelles catégories, donc dans sa démarche des révolutions symboliques, des catégories qui ne sont pas les catégories établies par ceux qui sont en place, ceux qui sont au pouvoir. Et là, il est en train de constituer un peuple, en fait. Ouais. Et ce peuple-là, il échappe. Ouais, en fait, il parle à une plèbe, quoi, au sens, la plèbe comme on appelait le peuple sous l'Empire romain, en fait. C'est ça qui constitue, en fait. C'est ça, et c'est un peuple qui est vraiment divers, qui est constitué de tout un tas de catégories qui refusent le système politique tel qu'il est fait à cette période. Et qui n'est même pas intégré, d'ailleurs, ce système politique, de toute façon.
Non, non. Il est complètement marginal. Là encore, dans des indices qu'on a par rapport à son électorat et là par rapport à ses soutiens, il y a quelques articles de presse qui vont, donc des journalistes qui vont faire des enquêtes auprès des comités de soutien et on se rend compte qu'au niveau des catégories socio-professionnelles, c'est extrêmement varié depuis chômeurs, étudiants jusqu'à cadres supérieurs. Donc ce que provoque Coluche, que produit Coluche, c'est quelque chose qui échappe aux politiques et qui vraiment fait peur parce qu'il n'y a pas de maîtrise de ça. Il n'y a pas de maîtrise quand tout à coup des personnes qui n'ont rien à voir ensemble se rassemblent pour porter une candidature ou des idées communes. Il y a quelque chose dont il n'est jamais question par rapport à la candidature de Coluche et qui fait qu'on l'a assimilé à un bouffon. Donc voilà, sa candidature a existé et puis ensuite, comme il retourne au champ artistique, finalement, c'était un bouffon qui a un peu fait trembler le pouvoir. C'est que Coluche n'avait pas les signatures pour se présenter. Ah oui, il y a ça aussi. Donc il retire sa candidature à la veille du dépôt des signatures. Il la retire le 7 avril, il fait une conférence de presse à Strasbourg. Il dit en fait, tant que ça m'a fait rire, ça allait, maintenant ça me fait plus rire. Donc de lui-même, en fait, il retourne au champ artistique, il est contraint à ça. Mais s'il avait dit, vous vous rendez compte que moi, j'ai pas les signatures, donc ça prouve bien que, contrairement à ce qu'on raconte dans une démocratie, n'importe qui ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle, on n'aurait pas forcément eu la même analyse de cette candidature. Ouais. Mais quand même, les faits, le fait, il est là. Hein. C'est Romain Goupil, là, pour le coup, qui me l'a dit. Malgré le bluff qu'ils font auparavant en disant « c'est bon, on les aura », il ne les avait pas de toute façon, il n'aurait pas pu se présenter. Mais de lui-même, il retourne au champ artistique parce qu'il voit bien qu'au fil des mois, ça n'a pas tenu, alors que début avril, il est encore crédité de 9% d'intention de vote, qui est un gros score quand même. Ouais. Donc, si encore une fois, il avait été pris au sérieux à cette période-là, voilà, les choses auraient été un petit peu différentes. S'il a vu les médias aussi, au moins un espace médiatique où s'exprimer. Oui, et donc ce qu'il va faire, c'est il retourne au champ artistique, il appelle à voter Mitterrand, et puis l'histoire ensuite se termine. Il y a un gros creux ensuite dans sa carrière, un gros creux de plusieurs mois, ce qui est assez logique après une période aussi éprouvante finalement, puisque quand même, il faut se rappeler qu'il vient de faire une campagne, il a été en scène pendant plusieurs mois et il a subi des pressions de toutes parts. Ouais. Ouais. Pour conclure un peu cet entretien, à travers l'histoire de Coluche, en fait, vous entreprenez une vraie mise en critique, une vraie analyse critique du champ politique en fait, de son imperméabilité, de son comportement vis-à-vis des profanes, je veux dire des non-professionnels de la politique. Finalement, en filigrane, tout au long de l'épisode de la candidature que vous analysez, c'est ça qui est au cœur, c'est le champ politique. Exactement. Ce que montre cette candidature, c'est vraiment la manière dont certaines candidatures sont légitimes et d'autres non. Donc celle de Coluche n'est pas légitime et à partir de là, le système et tous ceux qui ont intérêt à ce que le champ du pouvoir en fait reste tel qu'il est, que les rapports de force restent les mêmes aussi, tout se met en place pour exclure ce profane, pour exclure Coluche, alors que cette candidature, elle a été réelle puisqu'elle a eu un impact, elle a eu des effets. Donc c'est vrai que c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce qui est affiché, la possibilité de se présenter, d'avoir des idées politiques, de les mener partout quand on est citoyen. Et il y a la réalité d'une candidature qui n'est pas attendue, qui n'est pas prévue au sein du champ du pouvoir et au sein du champ politique. Et en plus, le champ médiatique se met en ordre de bataille pour mettre en œuvre les désirs d'exclusion du champ politique. C'est ça. Et donc, en fait, les choses se font... mais comme ça, sans que les uns ou les autres communiquent, c'est juste que les forces en présence dans le champ, donc surtout les journalistes qui ont fait exister la candidature et quand ils voient qu'elle est trop grande, vont avoir du mal à la réduire et à la faire disparaître, eux-mêmes participent complètement à la légitimation des candidatures. D'accord. Merci beaucoup Marie. Merci. L'ouvrage s'intitule « Coluche président, histoire de la candidature d'un con ». C'est disponible en librairie et publié aux éditions du Bord de l'Eau. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous pouvez aussi devenir sociaux ou envoyer des dons. C'est grâce aux dons et aux sociaux que nous pouvons réaliser ce type d'entretien. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.